Namaskar. Il y a beaucoup d'amis et aussi d'anciens étudiants qui m'ont demandé récemment ce qui se passait entre l'Inde et la Chine. Est-ce qu'on allait aller vers une troisième guerre mondiale? Alors je vais essayer de faire une vidéo un peu sérieuse sur la question. Pour commencer, il faut faire un peu d'histoire. Dans les années 50, la Chine envahit un État qui était souverain à l'époque, qui est le Tibet, et ça fait monter pas mal la tension entre l'Inde et la Chine. Le Dalai Lama se réfugie en Inde. L'Inde reconnaît encore aujourd'hui l'existence du Tibet, c'est un des rares pays à encore le reconnaître. Et du coup, suite à ces tensions, en 62, une petite guerre éclate entre l'Inde et la Chine. La Chine gagne cette guerre, c'est une petite guerre, il y a à peu près 700 morts côté indien et 1300 morts côté chinois, et récupère une partie de l'Inde qui s'appelle l'axe Chine et qui est encore possédée par la Chine aujourd'hui. Honnêtement, entre nous, je pense que l'Inde récupérera jamais ce bout, c'est intégré au Tibet chinois actuellement. Mais si vous regardez une carte de l'Inde, l'Inde reconnaît encore cette partie comme faisant partie de son territoire, comme l'Inde reconnaît encore un petit bout du nord du Cachemire comme faisant partie de son territoire. Et à ce moment-là, en 62, une frontière se stabilise, qu'on appelle la LAC, Line of Actual Control, entre les deux pays, et c'est encore aujourd'hui la frontière sur cette portion de frontière entre l'Inde et la Chine. Sachant qu'en tout, il y a 3 frontières entre l'Inde et la Chine, qui cumulent à peu près 3100 km de long, c'est une des plus grandes frontières au monde. Depuis les années 60, il y a toujours beaucoup de tensions sur cette LAC, mais au mois de mai de cette année, il y a eu vraiment un niveau de tension qui a été un peu plus fort, avec des intrusions, j'expliquerai après pourquoi, des intrusions chinoises côté indien, et des mouvements de troupes assez préoccupants. Pour contrebalancer ça, l'Inde a envoyé beaucoup d'ouvriers, parce que l'Inde faisait beaucoup de projets d'infrastructures, des ponts, des grands projets de routes et ainsi de suite dans la zone. Donc l'Inde a envoyé au mois de mai de cette année des milliers d'ouvriers pour avancer beaucoup plus vite à marche forcée ces travaux-là. Et le 15 juin, une échauffourée éclate, c'est-à-dire que plusieurs patrouilles de l'armée indienne sont pris dans une embuscade par l'armée chinoise et sont attaquées. Alors, je vais faire une petite parenthèse sur les armes utilisées dans cette zone. On est en face à 2 pays qui ont l'arme nucléaire, qui ont des armées immenses, qui sont à la 2e et le 3e budget mondial en termes de dépenses militaires. L'idée, c'est pas de déclencher une guerre pour rien, c'est pas d'avoir quelques morts et du coup d'avoir un niveau d'intensité qui soit très haut. Donc, c'est pas gravé dans le marbre, mais il y a un code de bonne conduite dans la zone où en fait les soldats se déplacent sans armes. Ça peut paraître étrange en fait d'avoir des milliers de soldats qui se déplacent dans une zone, mais ils n'ont pas de fusil d'assaut, même de pistolets, ainsi de suite. Ils n'ont que des armes blanches. Et en fait, du coup, l'attaque se fait, ça peut paraître un peu bizarre, mais avec des bâtons, et des bâtons dans lesquels les Chinois avaient planté des clous, ils avaient mis des barbelés autour des bâtons, et ils tombent sur les soldats indiens et ils commencent à essayer de faire un massacre. Il y a à peu près 20 soldats indiens qui meurent à ce moment-là, et on estime à peu près à 43 le nombre de soldats qui se font tuer. C'est plutôt un échec en fait en termes d'attaque. Et c'est des combats qui du coup se font au point avec des bâtons, avec des baïonnettes, avec des couteaux, à 4200 mètres d'altitude, où il y a si vous regardez un peu les rapports, vous avez des soldats des 2 côtés qui tombent dans des rivières d'eau gelée, qui tombent de précipices, et des têtes de Chinois qui pendouillent par quelques centimètres de coups, parce que les Indiens les ont égorgés avec des baïonnettes. Donc après on va dire cette attaque qui se passe plutôt mal pour les Chinois retournent de l'autre côté, leur côté de la frontière, et les tensions diplomatiques explosent à ce moment-là. Alors des soldats indiens qui se font tuer par une autre armée, ça arrive assez souvent avec le Pakistan, donc c'est quelque chose qui est habituel pour l'Inde. Par contre, avoir des soldats chinois tués par d'autres soldats, c'est quelque chose de très rare. C'est pas arrivé à la Chine depuis des dizaines d'années. Du coup, c'est une situation assez inédite et beaucoup de gens me disent mais du coup, est-ce que ça va déboucher vers une troisième guerre mondiale et s'il se passait quelque chose, qui gagnerait entre l'Inde et la Chine? Alors, je vais essayer de répondre à cette question qui est une question un peu rhétorique, qui n'a pas énormément de sens, mais on peut quand même y répondre. Ma réponse, elle est assez simple, je pense que la Chine gagnerait. Pourquoi? Si on regarde déjà de base les budgets, alors vous savez que si on fait la liste des budgets militaires, les États-Unis sont très loin devant tous les autres pays, même si le fait que leurs soldats sont payés très cher joue un peu en leur défaveur. Ensuite, on a la Chine qui annonce à peu près 180 milliards
de budget par an pour son armée. Et puis on a l'Inde qui est à peu près à 70 milliards actuellement, à peu près ex aequo avec la Russie qui a à peu près peu ou prou le même budget. Sachant que ces deux pays-là sous-estiment largement, en fait, annoncent des chiffres bien inférieurs à ce qu'ils ont. Je pense que la Chine a à peu près 260 milliards réels de budget militaire et l'Inde doit avoir à peu près une centaine de milliards de dollars par an de dépenses militaires. Mais dans tous les cas, on est en gros à 2,5 fois plus pour la Chine. Et si on prend tous les équipements militaires, la Chine a entre 2 et 5 fois plus d'équipements, que ce soit les bateaux, les hélicoptères, les avions, les sous-marins et ainsi de suite. Si on prend les têtes nucléaires, la Chine a le double de l'Inde en termes d'équipements nucléaires. Donc, sur le papier, sur un combat, si on mettait sur la mer, la marine chinoise et la marine indienne, l'une en face de l'autre, normalement la Chine devrait gagner. Pareil, si on mettait une plaine avec des tanks de part et d'autre, la Chine devrait gagner. Il n'y a pas beaucoup de doutes là-dessus. Par contre, il y a quelques paramètres à prendre en compte. Là, le premier, c'est qu'on est en très haute montagne. Et il n'y a pas beaucoup de pays en fait qui ont une expérience de la très haute montagne. Et s'il y a bien un endroit où l'armée indienne excelle, c'est ces problématiques-là. C'est très différent de la guerre ailleurs. Il y a très peu de pays qui peuvent s'entraîner à combattre à 7200 mètres d'altitude. Il faut avoir l'Himalaya pour ça, il n'y a pas d'autre endroit sur Terre où on peut le faire. Ça demande des compétences physiques très différentes, ça demande du matériel différent, ça demande de la logistique qui est complètement inédite. Et l'Inde a l'habitude de combattre sur le glacier du Siachen contre les Pakistanais depuis 70 ans. Donc c'est la meilleure armée au monde pour combattre en très très haute montagne. Et d'ailleurs, la plupart des experts militaires chinois le remarquent très bien et déconseillent fortement à la Chine d'engager à cet endroit-là. Pourtant, c'est ce que la Chine a fait, c'est-à-dire ils auraient pu engager ailleurs et avoir l'ascendant, et là ils le font au pire endroit. Enfin, s'il y a bien un endroit où il ne faut pas engager l'Inde, c'est en très haute montagne. En plus de ça, physiquement, comme c'est une guerre où on n'utilise pas les armes, on est au corps à corps. Physiquement, les soldats indiens sont infiniment supérieurs. Vous pouvez voir certaines images qu'ont pu tourner aux soldats chinois. Vous prenez la doctrine militaire chinoise, depuis tout le temps, depuis Sun Tzu. Si vous lisez Sun Tzu, c'est un livre qui est assez intéressant. Leur doctrine militaire, c'est de prendre des paysans, leur filer un pic et les envoyer au combat. Et du coup, comment on gère en fait des gens qui ne sont pas faits pour le combat sur un champ de bataille. Les Indiens, c'est l'opposé, c'est des communautés qui, depuis 10 000 ans, en fait, sont de père en fils des guerriers ou des militaires. Et donc, les effectifs que vous allez avoir des clans comme les Kshatriyas qui sont des soldats, des gens comme les Sikhs qui sont depuis des générations, il y a eu de l'eugénisme, il y a eu de la sélection génétique pour en faire des guerriers, ou des soldats népalais comme les Gourkhas, qui ont la meilleure génétique au monde pour la très haute montagne. Donc si vous regardez les vidéos, les soldats indiens font 20 cm de plus, 40 kg de plus que les Chinois. Donc pour du combat au corps à corps, c'est complètement désespéré, pour les Chinois. En plus, c'est assez inédit, c'est-à-dire que des guerres aujourd'hui au poing et à la baïonnette, ça devrait normalement plus exister. Et puis il y a une autre composante qui est à prendre en compte. J'ai vu aucun analyste, à part en Inde où c'est quelque chose dont on parle pas mal, mais dans le reste du monde, j'ai vu aucun analyste militaire en parler. C'est la politique de l'enfant unique. Depuis quelques dizaines d'années, en Chine, il peut y avoir uniquement un enfant par femme. Ça s'est un peu adouci ces dernières années. Mais les soldats qui combattent aujourd'hui sont des fils uniques. Forcément. Et du coup, contrairement aux Indiens, où ils vont être 2 ou 3, la plupart des soldats là, qui sont engagés viennent de régions où il y a encore un peu de natalité, même si la natalité en Inde est assez faible actuellement. Donc, quand vous perdez un enfant, c'est la fin d'une famille entière, c'est la fin d'une lignée. Et donc, c'est très très difficile en Chine d'annoncer en fait des morts. Des pertes militaires. Là où en Inde, c'est assez classique et c'est quelque chose que l'Inde a au quotidien de par sa guerre permanente avec le Pakistan. Et du coup, le moral des troupes chinoises, leur capacité à être résilients, leur rusticité, n'est pas très bonne. Je ne veux pas dire que c'est des mauvais soldats, je pense qu'ils sont valeureux et ainsi de suite, mais ils ont un rapport à la mort qui est très différent des Indiens. Il y a pas mal de rapports, je vais vous mettre quelques liens qui sont assez intéressants sur les problèmes mentaux qu'ils peuvent avoir. Ça va des PTSD à des problèmes existentiels qu'ils peuvent avoir à faire la guerre. On estime qu'une partie non négligeable de l'armée chinoise en fait, a des gros troubles mentaux et ça leur pose pas mal de problèmes pour combattre. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'après ces échauffourées, la Chine a reconnu qu'ils avaient eu des pertes assez lourdes, mais ils ne l'ont pas fait en fait, dans leur presse. Dans la presse chinoise, en fait, ce conflit n'a pas existé. C'est-à-dire qu'ils n'en ont jamais parlé.
Ils ont communiqué sur Twitter, ce qui est un média qui est fermé chez eux. C'est-à-dire que quand la Chine communique sur Twitter, ils le font pour les Indiens et puis pour le reste du monde, mais ils le font pas pour eux, parce qu'ils ne peuvent pas annoncer en fait des pertes comme ça pour leur population. Alors, qu'est-ce qui va pousser la Chine, une puissance nucléaire, à attaquer l'Inde, une autre puissance nucléaire, en 2020 ? Pour ça, il faut prendre un peu de distance et regarder le plus grand projet d'infrastructure de ce siècle, qui sont les nouvelles routes de la soie, qui portent le nom, on va dire, technique de Belt Road Initiative. Je vais vous mettre une petite carte pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. C'est un ensemble de routes maritimes et terrestres que la Chine en fait crée à travers la planète pour exporter ses biens manufacturés. C'est une route qui va que dans un sens, qui va de la Chine vers l'extérieur, donc on va dire de l'impérialisme économique. Beaucoup de ces routes, comme vous pouvez le voir, passent autour de l'Inde, notamment une qui est très connue qui s'appelle le CPEC, qui est le Chino-Pakistanese Economic Corridor, qui va de l'ouest de la Chine à la mer d'Arabie. Je ferai une vidéo, je pense, super détaillée sur les nouvelles routes de la soie, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, le CPEC, voilà, je ferai une vidéo là-dessus. Mais globalement, en gros, c'est quelque chose qui entoure l'Inde. Là où l'Inde est un problème pour les nouvelles routes de la soie, c'est à deux endroits. Un au niveau du CPEC, puisque le nord en fait, du Cachemire est contesté par l'Inde et en fait à tout moment l'Inde peut couper l'accès de la Chine au Pakistan et du coup l'empêcherait en fait d'avoir cette route commerciale-là, sachant que la Chine a dépensé des milliards et des milliards dans l'ouest de son pays pour développer son économie, puisque c'est là où ils ont des terrains à bas coût et des ouvriers à bas coût, où ils puissent produire très fortement en fait, des biens manufacturés, et puis les exporter tout de suite en fait, sur la mer d'Arabie, qui leur donne accès à des gros marchés comme le Moyen-Orient, l'Afrique ou l'Europe, sans passer par l'Est, la mer de Chine, le détroit de Malacca, et ainsi de suite. Et puis après, c'est le contrôle de l'océan Indien. Pour les Indiens, c'est quelque chose, il y a écrit océan Indien dessus, donc c'est à eux. C'est la grande force militaire dans la zone. Et tous les pays occidentaux sont assez d'accord pour laisser cette zone sous gérance de l'armée indienne. Et ces dernières années, l'Inde a été très agressif en fait, sur la zone, en prenant des ports militaires ou des accords avec l'île Maurice, avec Oman, avec Djibouti, avec Singapour, ainsi de suite. Donc il y a une tension qui est très forte. Il y a une alliance, qui est un peu une alliance pas officielle, qui s'appelle le Quad, entre l'Inde, les États-Unis, l'Australie et le Japon, pour encercler la Chine, notamment sur les mers. Il y a une information qui est passée complètement inaperçue en Occident, mais qu'il faut complètement mettre en avant si vous voulez comprendre les tensions du mois de mai, puis du coup celle du mois de juin, c'est que l'Inde en fait avait une réunion, en fait, le Premier ministre indien avait une réunion avec le Premier ministre australien. Alors c'était à cause du coronavirus, c'était en vidéo, mais c'était un sommet entre les deux pays, je crois que c'est le 4 juin, au sujet des îles Cocos. Des îles Cocos, c'est des îles qui appartiennent à l'Australie, et que l'Inde, en fait, souhaitait récupérer militairement pour pouvoir faire une base militaire, et encore plus un peu bloquer l'expansionnisme chinois dans l'océan Indien. L'Australie, c'est un pays qui a été très virulent contre la Chine pendant la crise du coronavirus. C'est le premier pays qui a vraiment attaqué la Chine en leur disant voilà, vous devez être plus transparent, vous êtes responsable d'une bonne partie de la crise, et ainsi de suite. Donc c'était un pays qui était un peu dans le giron de la Chine. Et 2 semaines avant cette réunion entre les deux chefs d'État, la Chine a montré des dents pour pouvoir faire plier les pays. Et ça a un peu marché, puisque officiellement, l'Inde, pendant cette discussion, a dit qu'il n'avait pas abordé les questions chinoises. Est-ce que c'est vrai ou pas? J'en parlerai plus tard. Mais pour le coup, ça a marché. Ils n'ont pas pu communiquer sur le fait de lancer un projet de base militaire dans cette zone du monde. Du coup, après avoir eu cette petite victoire de diplomatie internationale, la Chine a attaqué une dizaine de jours après l'Inde avec cette incursion. Alors si on veut comprendre qu'est-ce que c'est une opération de renseignement assez classique. C'est-à-dire qu'avant d'attaquer, la Chine va mettre toutes ses cellules d'espionnage en branle, va mettre en place ses satellites espions et regarder ce qui va se passer dans le pays suite à l'attaque. L'attaque en soi n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de voir la réponse qu'il va y avoir derrière. L'Inde est en pleine crise du coronavirus, comme tous les pays sur Terre, et donc la Chine va regarder est-ce que politiquement l'Inde va être stable,
Est-ce que la population indienne va être contre son gouvernement ou pour son gouvernement? Quelle va être la réaction? Est-ce qu'il va y avoir des divisions internes entre les partis politiques, entre des factions dans la population? Comment vont réagir les autres pays du monde vis-à-vis de cette crise? Est-ce qu'ils vont se rallier derrière l'Inde ou derrière la Chine, ou est-ce qu'ils vont être neutres? Est-ce que ça ne va pas être un grand sujet? La réponse est que ça ne va plutôt pas être un grand sujet, hein. Il y a d'autres, les Européens par exemple préfèrent regarder ce qui se passe aux États-Unis que ce qui se passe en Asie en général. Et ça va en fait permettre comme ça de voir aussi comment va se comporter la logistique indienne, comment vont s'effectuer les mouvements de troupes. Donc c'est une opération, en fait, c'est une sorte de pain test où vous allez pouvoir tester le pays et ses capacités de défense. Alors, est-ce qu'après ce test, ça va déboucher vers une guerre mondiale? Alors, guerre mondiale, déjà, il faudrait qu'il y ait beaucoup de pays engagés. Là, on n'a que 2 pays qui sont engagés, même si à eux deux, ils ne représentent pas loin de 40% de la population mondiale. La réponse, c'est non. Aucun de ces pays-là va prendre le risque d'engager une guerre totale. Ça coûte juste beaucoup trop cher, ça a peu d'intérêt. On n'est pas dans un monde bipolaire comme à l'époque de la guerre froide où il y a 2 blocs, donc si vous tapez l'autre, c'est un gain pour vous automatique. Le monde est multipolaire aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à y gagner. Et je pense que les populations des 2 pays ne seraient pas particulièrement pour. Déjà, la Chine ne peut pas se permettre de perdre des soldats, j'en ai parlé un peu avant. Et l'Inde, économiquement, a besoin en fait de maintenir sa très forte croissance et donc ne peut pas se permettre de supporter une guerre, avec en plus le risque de la perdre. Du coup, ça ne va pas aller vers une guerre totale, mais le niveau de tension va rester assez important. L'Inde vient de dépêcher 100 000 soldats à la frontière à cet endroit-là, donc à 4200 mètres d'altitude. Donc il y a des moyens qui sont mis en place, et l'Inde en fait affirme qu'ils ne laisseront pas 1 centimètre de territoire aux Chinois. C'est assez inédit pour les Chinois, puisque ces dernières années, la Chine a eu une approche assez expansionniste en grignotant un peu des terres partout, en réclamant des espaces maritimes, en réclamant des bouts de frontières, en mettant un peu de côté certaines populations au sein de son territoire qui étaient dissidents. Donc c'est un revers assez important quand même pour la Chine là-dessus d'un point de vue géopolitique. Alors est-ce que c'est une victoire pour l'Inde? Oui, c'est une victoire pour l'Inde. L'Inde a réussi à ne pas se faire prendre une partie de son territoire. Et puis c'est une victoire politique pour l'Inde, en montrant que le pays était très uni, que la population était derrière le gouvernement. Et d'ailleurs les autres partis, en ce moment c'est le BJP qui est au pouvoir, mais les autres partis sont plutôt alignés sur le BJP. Il n'y a pas eu de tension entre les grands partis indiens. Donc, et puis en plus militairement c'est une victoire pour l'Inde, même si encore une fois c'est très particulier de parler d'une victoire militaire quand on se bat avec des baïonnettes. Donc c'est une victoire certaine pour l'Inde. Et en Inde, ici, les gens disent que c'est une défaite pour la Chine. Et là, pour le coup, je ne suis pas vraiment d'accord, c'est pas spécialement une défaite pour la Chine. Déjà, ils n'ont pas communiqué dessus en interne, donc la population chinoise n'est pas au courant que ce conflit a eu lieu. Ça n'apparaît nulle part. Et ensuite, je pense qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, c'était de voir en fait que l'Inde n'était peut-être pas la personne attaquée en ce moment, voir comment le pays se comportait. Ils passeront juste ailleurs, ils iront juste faire leur route de manière un peu différente. Ils agresseront peut-être d'autres de leurs voisins et ils laisseront l'Inde tranquille. Donc victoire pour l'Inde, oui. Défaite pour la Chine, pas spécialement. Du coup, on va rentrer par contre dans une deuxième partie de la guerre, qui est une guerre économique entre ces 2 grandes puissances, et ça va être le sujet de la prochaine vidéo.